ce mois de janvier 2019, je me suis posé la question « Comment réunifier la Bretagne ?» Alors cette question se pose depuis longtemps avec acuité. Un docteur en histoire digne de ce titre universitaire, surtout s'il a écrit une thèse concernant cette région, ne peut y être insensible et rester silencieux. Voilà pourquoi aujourd'hui je fais cette communication. Depuis des dizaines d'années, à une large majorité, les Bretons réclament le rattachement de Nantes à la Bretagne historique, puisque cette ville en a été la capitale durant 800 ans. C'est Alan le Grand, dit Barbe Torte, libérateur de la péninsule armoricaine, après la dévastation durant près d'un siècle et l'usurpation pendant 20 ans des Vikings, qui a choisi de faire de Nantes la ville de l'administration de son duché en 939. Nantes n'en sera pas constamment la capitale, puisque certains ducs lui ont préféré Vannes à certains moments, mais c'est quand même Nantes qui fut le plus longtemps la capitale et surtout qui restera la ville d'administration du duché, même après son annexion, quand Paris décide de transférer le Parlement breton à Rennes en 1585. 50 ans après l'annexion militaire par François Ier, Rennes, ancienne ville du sacre des ducs de Bretagne, a donc pris une certaine envergure sous le règne en France de Henri III, puisque c'était là que se discutaient les impôts dus à l'envahisseur. Mais la gestion intérieure de la province, ce que les historiens de l'époque appellent les affaires sérieuses, se traitait toujours à la Cour des comptes de Nantes. J'ai bien parlé d'annexion militaire, car le soi-disant vote des États généraux de Bretagne réunis à Vannes, acceptant l'union dite perpétuelle du duché au royaume de France, ne s'est fait que sous la pression des armes. Durant les débats, les troupes françaises étaient massées aux portes de Vannes. Les représentants bretons n'avaient guère le choix de faire autrement, sinon ils risquaient une autre guerre à laquelle la Bretagne n'était absolument pas préparée. De là à dire que ce sont eux qui ont réclamé le rattachement, il y a un pas gigantesque qu'aucun historien ne devrait oser faire. C'est pourtant ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire de France. Pas de ceux d'histoire de Bretagne, bien entendu, mais ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, pas les vaincus. Tout historien raisonnable et consciencieux sait cela. Alors vous allez sans doute me dire, mais c'est quoi un historien raisonnable? Eh bien c'est celui qui interprète le plus rationnellement possible les faits historiques décrits dans des sources fiables. Et vous me demanderez aussi peut-être si un historien peut ne pas être consciencieux. Il ne l'est pas quand il se satisfait de l'histoire racontée avant lui, en sachant parfaitement qu'elle répond souvent plus à des visées politiques qu'à faire la lumière sur les événements réels. Par exemple, Jules César, dans la guerre des Gaules, qu'il écrit, décrit les Celtes comme des sous-hommes, peu évolués et barbares, alors qu'on a aujourd'hui les preuves archéologiques de leur civilisation sous beaucoup d'aspects plus avancés que celles des Romains. Jules César en a fait des esclaves. Autre exemple, la République française se veut humaniste, égalitaire et fraternelle, alors qu'elle a commis, comme en 1794, ou réprimé, comme en 1871, des révolutions dans le sang, puis conquis par les armes des colonies immenses en Afrique et en Asie, y pratiquant le travail forcé et l'exploitation à outrance des richesses locales jusqu'au milieu du XXe siècle. La vérité historique, même si on la découvre tardivement, ne supporte aucun arrangement, pas même un compromis,
pour ne pas vexer tel ou tel pontife de la faculté des lettres d'une grande université. Ceci dit, revenons à notre sujet, dont on connaît de sources sûres les tenants et les aboutissants. La Bretagne a été un État indépendant du 8e au 10e siècle, période où elle a occupé momentanément tout le massif armoricain, y compris la Manche, la Mayenne et l'Anjou. À l'époque, ces appellations n'existent pas. Elles sont incorporées dans une région plus vaste du nord-ouest de l'Europe que les Francs ont baptisée la Neustrie et sur laquelle ils n'ont quasiment aucun pouvoir. Puis, après les attaques des Vikings, la Bretagne est devenue un duché autonome, et cela jusqu'à la Révolution. Elle disparaît alors politiquement, hachée menue par les révolutionnaires parisiens, pour ne plus former que 5 départements avant de devenir 2 siècles plus tard une entité administrative, une région française, amputée de son principal pôle économique, la Loire-Atlantique, c'est-à-dire le pays nantais. Nantes se situe bien en Bretagne, quoi qu'en disent certains contradicteurs qui, pour la plupart, n'ont pas de racines bretonnes. En Loire-Atlantique, depuis des dizaines d'années, les sondages restent constants. C'est 65 à 70% des habitants qui sont pour le rattachement de leur département à la région Bretagne. Par contre, cela ne signifie pas que certains d'entre eux souhaitent le détachement des départements limitrophes, dits non bretons, d'avec le pays nantais. 2 de ceux-là sont plus particulièrement liés à la Bretagne, la Vendée, tournée vers Nantes. On dit que la ville serait habitée par près de 40% de familles d'origine vendéenne, et la Mayenne, plus tournée vers Rennes que vers Le Mans, ville qui n'est pas une métropole économique. Quant au Maine-et-Loire, les liens historiques voulus entre l'Anjou et la Bretagne sont anciens et difficilement effaçables. Les frontières de la Bretagne sont restées remarquablement stables, à de rares exceptions près. Elles n'ont pas bougé depuis le IXe siècle, fait remarquer l'historien Jean-Christophe Cassard. Alors, quelle réunification de la Bretagne reste possible et de quel arsenal juridique dispose-t-on pour l'obtenir? La réforme administrative du 16 décembre 2010 a confirmé les limites territoriales existantes, laissant en l'état la Bretagne à 4 départements et les Pays de Loire à 5, Loire-Atlantique comprise donc, aux grandes dames des partisans de Nantes en Bretagne. Mais un an plus tard, le 21 décembre 2011, un amendement déposé par 9 députés, essentiellement des Bretons, prévoyant une simplification de la procédure de rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, est voté par l'Assemblée nationale. Désormais, seuls les habitants de Loire-Atlantique et de la Bretagne doivent se prononcer par référendum sur le retour du pays nantais en Bretagne, ce qui est tout à fait légitime, puisque Nantes, qui était bien bretonne, en a été retirée sans qu'aucun breton n'ait pu donner son avis. Devant un tel déni de démocratie, il apparaît normal aujourd'hui que ce soit ces populations, et seulement elles, qui puissent s'exprimer, et non celles des départements limitrophes, qui, à mon sens, n'avaient rien demandé de cette artificielle région des Pays de Loire. D'ailleurs, j'ai déjà entendu de vertes récriminations d'Angevins et de Sarthois se plaignant que les Nantais tiraient trop la couverture à eux dans cette malheureuse région ligérienne. Si Nantes redevient bretonne, ils n'auront plus de raison de s'en plaindre, à moins que ce ne soit la métropole nantaise qui assure aujourd'hui leur richesse. Va savoir. Les frontières administratives internes à la France ne sont pas des frontières économiques. Tout circule librement, les hommes comme les biens, d'une région à l'autre. Il n'y a pas d'octroi.
Il n'y a pas de péage d'entrée dans les villes, de différence d'imposition, d'interdit d'échange ou de collaboration sur l'ensemble français. On est d'accord. Soyons raisonnables. Même les arguments de promotion des produits liés au terroir n'empêchent pas de se servir de l'image braise pour des marchandises conditionnées ailleurs qu'en Bretagne. Si les Sartois, par exemple, décidaient de mettre l'appellation de Bretagne à leur rillette, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, qui pourrait le leur interdire, puisque la matière première servant à les confectionner, c'est pour l'essentiel du porc breton. On le voit, la réunification de la Bretagne est essentiellement un acte politique, mais surtout culturel. Plus une affaire de cœur que de raison, donc. De sentiment d'appartenance dont il est question ici, de transmission d'us et de coutumes, de maintien d'une civilisation ancestrale. En ce mois de décembre 2018, les conseillers départementaux de Loire-Atlantique viennent de voter une résolution s'opposant au rattachement de leur département à la Bretagne, à une courte majorité et pour des raisons qui sont les leurs et que je ne connais pas. Certains ont-ils subi la pression de lobbies économiques ou plutôt politiques, j'en sais rien moi. Mais dans le même vote, ils ont également plébiscité leur vœu que soit organisé rapidement un référendum sur la Loire-Atlantique pour que ses habitants se prononcent définitivement pour ou contre le rattachement. Vu les nombreux sondages donnant une large majorité pour Nantes en Bretagne, on peut raisonnablement espérer que l'affaire est en bonne voie. Alors maintenant, une autre solution est envisageable, la réunion des deux régions, Bretagne et Pays de Loire. Si elle avait été possible, elle aurait déjà eu lieu le 16 décembre 2010. Ce n'est pas le cas. Et il n'est pas du tout certain que Paris voit d'un très bon œil la création de cette énorme région ouest qui pourrait vite devenir incontrôlable par les centralistes. Les Jacobins n'ont pas oublié la chouannerie et les guerres de Vendée qui ont bien failli renverser la Première République. Et les habitants de l'Ouest savent désormais que leurs ancêtres ont subi une véritable répression sanguinaire à la suite de cela. Comment oublier le génocide des Vendéens? À l'époque, ce qu'on a appelé la Vendée militaire occupait la Vendée actuelle, mais également le sud de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, me direz-vous. C'est à voir. Quand on voit l'immense succès du Puy du Fou et de tant d'autres spectacles de reconstitution historique dans tout l'Ouest, il y a de quoi se poser des questions. C'est l'histoire des peuples qui leur donne un sentiment d'appartenance, pas l'assimilation forcée.